Allez, on revient un peu sur le sujet du Panama qui nous avait amené donc sur ce débat, Pasteur Rideau. Non, c'est-à-dire, avec ces gourous, les sectes, on peut vous mettre, dans un premier temps, on vous met dans une classe de tronc commun, où tout le monde est là. Un tronc commun, vous êtes tous là. Et puis après, on commence par vous initier. Et là, ce qui veut dire que vous montez à une autre étape de la secte. Donc, c'est vous seul. Les autres sont là, on vous envoie dans un endroit secret. Donc, c'est des trucs secrets. Donc là, vous allez commencer par ça, vous rendre compte que là, l'évangile est public. Voilà. Ce que vous dites, ça me rappelle quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre dans les églises. On vous dit par exemple que même avec Jésus, il y avait des classes. C'est-à-dire, il y avait le cercle des trois, avec les trois disciples. Il y avait Jean, Jacques, mais rien ne se fait au secret. Il y avait le cercle des 12, et puis il y avait le cercle des 500 autres disciples. C'est normal. Dans une église, il doit y avoir une organisation. Mais vous conviendrez qu'il y a des choses, par exemple, que Jésus disait aux 3, qu'il ne disait pas aux 12, qu'il ne disait pas aux 500. C'est très simple. Il y a des comités de l'église, par exemple. Il y a le comité du pasteur. Voilà. Il y a le comité des diacres, il y a le comité des femmes, ainsi de suite. C'est une organisation, ça. Non, ça, c'est différent. On parle de l'initiation. Moi, je ne parle pas forcément de l'organisation. Vous vous rappelez le passage, par exemple, de la transfiguration. C'était pas les 12. Il y avait 3 avec Jésus. C'est comme si eux, il y avait un autre secret. Le cercle il y a des moments où il les amenait juste les 3. Et ça, après, vous avez vu leur ministère, ça a été différent de celle des Voilà. Justement. On n'est parfaitement d'accord. C'est vrai quand même qu'à l'époque, Jésus avait quand même certains de ses disciples qu'il a voulu être proche de lui. Mais ça n'engageait pas, ce n'était pas une question de les initier à autre chose qu'en dehors de l'évangile. Qui sait? Non, mais quand ils sont venus, ils ont prêché quoi? Ils ont prêché autre chose. Est-ce qu'ils ont initié déjà autre chose? Vous savez, on peut mettre quelqu'un à part pour enseigner. Oui. C'est-à-dire que dans le corps de l'église, ce n'est pas tout le monde qui est pasteur. Bien sûr. Ce n'est pas tout le monde qui exerce les 5 ministères. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Ce n'est pas tout le monde. Donc, ceux qui veulent s'adonner à ce sacerdoce se font enseigner. C'est une question d'enseignement. C'est une question d'enseignement. Ça n'a rien à voir avec le secret d'initiation. Le secret d'initiation que nous disons ici, là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on te lève en grade à des degrés spirituels bien affirmés. Et tu poses des actes en conséquence. Oh, l'évangile est public. L'évangile, la seule chose, à part l'enseignement que les gens choisissent de faire personnellement, la seule chose qu'on peut faire en secret dans l'église, en tout cas en dehors des membres de l'église, c'est certains problèmes. Comment traiter un certain nombre de problèmes. Parce que ce n'est pas tous les problèmes que vous allez venir exposer devant les gens. Non. Ce qui est à amener devant l'église est à amener. Ce qui est à discuter entre les dirigeants de façon à ce qu'il y ait la sérénité, on le fait. Mais à part ça, que ce soit les initiations ou quoi que ce soit, ben, tout se fait publiquement. Les pasteurs sont communiqués, comment on dit ça, sont ordonnés publiquement. Tout se fait publiquement. Alors dans les sectes pernicieuses, c'est des trucs qui se font de manière secrète. Et quand ils ont pas dit, les disciples, ils priaient, ils jeûnaient, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas. Voilà. Pour l'œuvre à laquelle. Pour l'œuvre. Mettez-moi à part. Donc c'est une question de mettre à part. Mais vous imaginez qu'on peut utiliser ce passage-là à d'autres fins. Bon, c'est vrai que c'est une question de là-bas. Tout est là-bas. Par la suite, qu'est-ce que Paul et qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits toujours. Ils ont toujours prêché l'évangile. Ça a débouché à quoi? Ça a débouché à quoi? C'est ça. C'est-à-dire, la finalité, c'est quoi? C'était d'être mieux préparé. Mais ils sont passés quand même à une autre dimension. Spirituelle. Vous rappelez quelqu'un comme Paul, même quand son ombre passait sur vous, vous recouvrez la guérison. Donc c'est facile de dire à quelqu'un, écoutez, on vous amène dans une autre dimension d'onction. C'est pas quelqu'un qui l'a amené. Paul, c'est pas quelqu'un qui l'a amené. Il ne l'a pas fait par le ministère des hommes. Non. C'est l'esprit même qui l'a conduit et l'a mis à ce niveau. Alors, quelqu'un, un serviteur de Dieu. Mais quand la prophétie a dit, mettez-les-moi à part, on leur a imposé les mains.
On a prié. Oui, on doit poser les mains. Parce que pour ordonner quoi, la Bible a été claire. L'imposition des mains, pas les anciens. Pas les anciens. Les devanciers dans l'œuvre. Ce qui se fait dans les couvents et autres, c'est des trans inadmissibles. Ça, c'est des pratiques. Vous sentez, c'est des pratiques. Vous sentez que là, les gens là sont sur une voie pernicieuse. Et ça peut se... Ce qui arrive souvent, c'est la quête, comme je l'ai dit, c'est la quête de puissance spirituelle. Et d'autres viennent. Et surtout, ces sectes sont alimentées par les politiques. C'est les hommes politiques qui veulent chercher des positionnements, des rangs politiques, des promotions, ceux qui s'accrochent à des postes. C'est eux qui vont vers quoi. On ne peut pas te dire ce que les gens sont prêts à faire, le sacrifice que les gens sont prêts à faire pour maintenir ou obtenir un poste. C'est inimaginable. Est-ce que vous savez que dans ce pays, par le passé, c'est pas maintenant, il est dit sur un ministre qu'il avait sacrifié des jumeaux dans sa ville natale. Il avait sacrifié des jumeaux pour aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et la façon dont il avait souffert avant de mourir aussi, c'est en ce moment où il est devenu carrément un squelette vivant que les gens disaient que voilà, les secrets sortaient. Donc, vous ne pouvez pas imaginer ce à quoi les gens sont prêts à faire. Oh non, c'est ça. Donc, ces sectes sont alimentés par la plupart des temps par des politiques qui viennent en quête de puissance pour... Des hommes d'affaires. Oui, des hommes d'affaires, des directeurs de société, et ceux qui pensent beaucoup argent, beaucoup clients, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, sans regarder la voie de Dieu, sans aller pas à pas, de façon à ce que la richesse que tu vas obtenir, tu puisses être libre, dormir, de pas en jouir, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas avec les D'accord. Deuxième sujet maintenant, la Côte d'Ivoire. La liste des candidats retenus pour participer à la présidentielle d'octobre prochain a été communiquée par le Conseil constitutionnel. Il y avait au départ 44 listes déposées par les candidats. Au final, c'est 4 candidatures qui ont été retenues. Ça passe pour Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Ça passe également pour l'ancien président Henri Konan Bédié. Passe également pour l'ancien premier ministre Pascal Afin Guessan. Et puis Kwadjo Konan Bertin, l'ancien député également. Tous les autres sont out, notamment Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui avait été investi par son parti. Parlons d'abord d'Alassane Ouattara. J'ai écouté Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel. L'argument qu'il a donné par rapport au président Ouattara, c'est que c'est une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république, que ce n'est pas une réforme qui a été faite, mais une révision constitutionnelle, et donc tout est à zéro. Et la question que je me suis posée, qu'est-ce qu'il fait de l'article 183 ? C'est un passage en force. Ce qu'il dit lui-même, c'est que ça ne tient pas la route. C'est un passage en force. C'est pas parce qu'on dit que c'est une nouvelle république. Vous qualifiez les réformes que vous avez faites de nouvelle république. Il parle de révision et non de réforme. Les révisions, c'est quoi? Les révisions, il dit plutôt que c'est pas une révision, que c'est une réforme. Oui, mais c'est quoi la révision, c'est quoi la réforme? C'est la même chose. Jeu de mots. Concernant la Constitution, c'est la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. Alors, se baser sur l'un, c'est un jeu de terminologie, un jeu de mots pour pouvoir avancer quand même quelque chose pour soutenir les soutenables. Ce qui est sûr, ils ont violé l'esprit et la lettre de la Constitution ivoirienne, mais malheureusement, quand la guerre finit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est ceux qui sont au pouvoir actuellement qui écrivent l'histoire, et c'est eux qui décident. Donc, ce qu'il dit là, ça ne tient aucunement la route constitutionnellement, du moins c'est juridiquement parlant ou politiquement parlant, ça ne tient pas la route. Mais il veut trouver quand même des mots à dire. Mais là-dessus, je pense que son silence devait être plus élégant. Est-ce que ça surprend quelqu'un que la candidature d'Alassane Ouattara soit validée? Non, ça ne peut pas surprendre. Nous l'avions dit d'ailleurs ici. Parce que son ami, le président du Conseil constitutionnel, c'est un membre... Mamadou Koné. Un membre du RHDP. Mais c'est dommage parce que la sagesse ne se décrète pas. Hier, on avait l'habitude de dire, on pensait que c'est quand on a les cheveux blancs
on est sage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Je pense que Thomas Sankara disait que même les idiots et les imbéciles vieillissent. Ils auront des cheveux blancs. Ils auront des cheveux blancs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les cheveux blancs qu'on est sage. Un enfant peut être sage. Ça dépend de la manière dont il gère une situation. La manière dont vous gérez une situation pour sortir une solution inespérée, ça fait de vous un sage. Donc, tout... Et c'est dommage que quand on met dans des... On nous parle des sages, mais des sages qui font le contraire de la réalité, qui font le contraire de ce qui doit être fait. Et c'est ça, ces sages du Conseil constitutionnel, voilà ce qu'ils ont encore... Ils ont encore produit comme fruit son argument tient la route hein, quand il dit que c'est une révision et non une réforme. C'est deux mots. C'est une réforme et non une révision. Pourquoi je me trompe comme ça? C'est deux mots différents, donc ça n'exprime pas la même chose. Non, comment c'est différent? Quand tu prends une constitution, tu révises. Et quand tu prends la constitution, tu fais les réformes. Tu fais les réformes globales qui traitent la constitution. Est-ce qu'il était même question de se donner à cette terminologie, réforme et révision? Mais si vous voulez aller à la énième révision, mais respecter la Constitution. Le fait qu'on passe d'une république à une autre, ça ne justifie pas sa candidature. Mais il y a des effets de droit. Il y a des effets de droit. Non, il n'y a pas. Non, laissez les effets de droit. C'est les juristes qui le disent. C'est les juristes. Il y a Dimas qui est juriste, il est là. Et l'article 183 le dit clairement que quelle que soit la forme qu'on donne à la Constitution, on doit respecter le nombre de mandats est limité. Alors, les juristes disent quoi de ça? Le Conseil constitutionnel dit quoi de ça? Mais je crois quand même que c'est un passage forcé. Et ça ne surprend personne. On n'aurait pas eu ces gens les amis de la Cour. On pourrait penser à ce que sa candidature soit invalidée. Ça, c'est facile. C'est juste une lettre à la poste. Donc, le contraire aurait surpris tout le monde entier. Parce qu'il ne veut pas faire tout ça là, être dégoûté, être honni par le Conseil constitutionnel. Donc voilà un peu. Finalement, je parlais des effets de droit de la réforme. Il dit compteur à zéro. Ben c'est ce que tous les juristes disent dans le. Non, pas tous les juristes. Pas tous les juristes. Les juristes de Ouattara, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais la loi constitutionnelle. Non, la loi constitutionnelle, à partir du moment où, d'application, à partir du moment où la réforme en question ne touche pas, ne remet pas en cause cette disposition, ça veut dire que cette disposition est en vigueur. Le problème ne se pose pas. C'est quand la disposition change qu'on dit que ça ne peut pas rétroagir. Oui, mais il y a passage à une autre république. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Passage à une autre république, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'existe pas avec ses lois. N'existe plus avec ses lois. La Constitution, là, existe toujours et les réformes effectuées ne touchent pas à ne touchent pas du tout cette disposition-là. Et donc, ça veut dire que cette disposition a ses effets. Il a été élu sur la base de cette disposition. Ça devait lui être appliqué. C'est ça le problème. Si c'est qu'il est élu, d'ailleurs, sur la base d'une nouvelle disposition, c'est sur la base, en réalité, on est jugé à l'aune de la disposition sur laquelle on est en vigueur. Oui. C'est ça. Et alors, on ne peut pas... Ça dit qu'en cours du match, on ne change pas les règles du jeu. Et c'est ce qu'il a fait. C'est en cours de mandat qu'il veut changer les choses pour dire que... compteur à zéro. Donc, c'est différent. Il y a aussi une autre réalité, c'est que c'est malgré lui. Mais malgré lui, ça veut dire quoi? Non, mais vous avez vu toute la volonté que le président Ouattara avait manifestée de passer la main. C'est pas possible. Il y a eu même un dauphin qui a été choisi. Est-ce que je peux dire une volonté taillée sur mesure? Bon, attendons. Pasteur, est-ce que l'autre, le ministre qui est décédé, le premier ministre, est-ce que Gon Coulibaly a été désigné avant sa maladie? C'est dans sa maladie. Non. Tout le monde savait qu'il est souffrant. Tout le monde savait, et Ado savait très bien qu'il a des problèmes de cœur. Et qu'il ne peut pas tenir. Il faut le charger. Il le sait. Il faut le charger. Et donc, quand quelqu'un ne peut que s'écrouler sous un fardeau, et vous lui augmentez encore le fardeau, qu'est-ce que vous voulez de lui? Qu'il soit écrasé ou bien qu'il soit tenace. C'est ça le problème. Ce qui est
Ce que je salue, c'est l'ingéniosité du Togolais. Le compteur à zéro, ça vient d'où? Le compteur à zéro, ça ne vient pas du Togo. Hein. Non, non, non. Non, le compteur à zéro. Non. Attends, par exemple, au temps de Chirac. Non, quand Chirac a changé, je peux aller. A modifié la Constitution. Nous, on a été familiers avec ce compteur à zéro. Non. Dimas, c'est pas au Togo. Non, je dis Dimas, moi, en tout cas, moi et beaucoup de ceux qui nous suivent, hein, peuvent dire avec moi que il y a beaucoup de jurisprudence dans ce sens. Non, je dis non, il est sociologue. Il est sociologue de formation. Si vous permettez, Samuel, il est sociologue de formation. Il est dans son rôle. Viens sur notre terrain, tu verras qu'il y a beaucoup de jurisprudence dans ce sens. Il y a beaucoup de cas. C'est que le compteur à zéro, de toutes les façons. C'est pas au Togo. Le compteur à zéro a été prononcé. C'est un principe général du droit. Que la loi ne rétroagit pas. A été prononcé soit par l'ancien ministre Christophe Tchao, vous vous rappelez, il était président du groupe parlementaire de l'UNI à l'Assemblée nationale. En tout cas, tous les Togolais sont familiers à ce principe-là de compteur à zéro. C'est à partir au Togo ici que nous avons. Donc, et que aussi, tu as. Ça fait, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, ça fait 4 écoles. C'est Côte d'Ivoire qui a pris. Guinée, certainement. Guinée aussi va prendre le compteur à zéro. Maintenant, la situation, c'est qu'il se présente avec Alassane Ouattara. Je pense que il est officiellement candidat. Oui. Et est-ce que vous avez suivi les réactions? Bon, peut-être dimanche, je dirais que ces réactions sont c'est des feux d'artifice qui vont pas. Ah, toi tu ne sais pas. C'est des feux de paille, c'est des feux de paille qui n'iront pas loin. Bon, on va attendre pour voir. Mais de toutes les façons, si Alassane Ouattara, même vous avez vu comment est-ce que vous avez vu la liste, 4 personnes sur 44. Sur 44. Et vous voyez, il a le transfuge, il a accepté le PDCI, il a accepté la Bédier et les 2 transfuges. Oui. Hein, donc pour grignoter un peu les voix de RPI et puis de PDCI. Là, comme ça l'arrange. Vous avez vu le calcul qu'ils ont fait? Donc ce calcul a été vraiment. Donc, quand il a accepté Bédier, minutieusement fait. C'est pour pouvoir l'humilier. Par contre, toi, Marc, comment vous l'appelez? Albert Touakeuse Mabry. Touakeuse Mabry, vous savez, c'est un transfert donc il ne veut pas que lui, il soit dans la course pour grignoter les voix de RHD. Imaginez un peu. Mais est-ce que Touakeuse aussi a rempli toutes les conditions? Non, prenez. C'est ça le problème. Vous l'avez écouté lui aussi. Vous l'avez écouté. Donc, ce qu'on nous a présenté là, c'est fait à dessein, c'est fait minutieux, c'est sur un calcul politique. Il y a des gens qui pouvaient grignoter les voix de RHDP, donc on les a laissés sur le carreau pour prendre des gens qui peuvent plutôt respecte les voix de... Donc tu parles trop là. Ça respecte aussi ce qu'il a dit, c'est-à-dire que si les anciens de sa génération se présentent, lui aussi sera. Donc il est obligé de mettre Bédier à ses côtés pour dire finalement que voilà, Bédier a voulu. Moi aussi je suis là. Et c'est pour aller humilier Bédier. Vous allez voir le score de Bédier. Vous allez voir, Bédier va regretter. Il n'a qu'à préparer. Comment? Attends, mais toi tu trouves. Tu pas dans les urnes? Urne. Donc toi tu penses que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là c'est les urnes? Tu sais que je ne pense pas comme ça, mais je suis en train de c'est un ravalement de façade. On dit, vous voulez la démocratie, non, on va faire. C'est ça. Et vous voulez des élections, non, on va faire. C'est ce que Ouattara fait. C'est ce que Ouattara fait. En poussant les vrais adversaires dehors. Comment on peut reconnaître quelqu'un non coupable de quelque chose? On lui décharge de tout ce qui lui est retenu comme greffe contre lui, mais on dit qu'il n'a pas le droit d'avoir son passeport. Alors, tu peux rentrer dans ton pays, ton pays, avec un passeport expiré. C'est ton pays à toi. Tu peux venir avec une carte d'identité. Tu peux rentrer, sauf que tu ne peux pas sortir parce que c'est... Voilà. Mais dans ton pays... Oui, voilà. Mais donc ça veut dire que c'est volontairement qu'on ne veut pas que Gbagbo rentre. Et pourquoi? Pourquoi? Et s'il n'a pas peur? On dirait qu'il a peur de ces deux. Et on pousse Soro dehors, tout ça là. Donc, une chose est sûre, Ouattara ne veut pas faire la démocratie. Ouattara est là, c'est pour tout violer au plaisir, au grand plaisir des Français. C'est pour ça que je dis, si la France est d'accord sur quelque chose, que les Africains se méfient.
C'est pour ça que quand la France est d'accord un tout petit peu sur, en tout cas, le coup d'État au Mali. sur le coup d'État au Mali, méfiez-vous. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Si c'est que IBK était toujours en odeur de sainteté avec la France, ça ne passera pas. Ce coup d'État ne passera pas. Même si la France est mise devant la fait accomplie, on va rétablir IBK. Est-ce que tu sais que... Est-ce que tu sais que... Non, juste, est-ce que tu sais que l'évolution du sentiment anti-français sous le régime de IBK fait que la France, certainement, n'est pas d'accord avec IBK. Parce qu'on a vu comment le sentiment anti-français... Donc tu es d'accord avec moi? Non, je dis... Donc, mais si la France n'est pas d'accord avec quelqu'un... Oui, donc tu es d'accord avec moi. Non, je dis ça a évolué. Oui, et donc tu savais que le coup d'État, là, la France est derrière. Si la France est derrière, tu dois savoir que ce n'est pas pour le profit des Africains. C'est pas au profit des Maliens. C'est ça, c'est clair. Alors, moi, vous aurez beaucoup de temps avant de découvrir ça. Vous allez voir des autres aussi. J'étais en train de chercher. Guillaume Soro avait fait un tweet hier. Oui, Soro qui menaçait. À le retrouver, mais c'était un tweet un peu incendiaire, très menaçant. Oui. Quand vous le voyez, on sent qu'il digère très mal son exclusion. Attends, il faut me donner la parole. Il parle trop. Il parle trop là. Comment vous voulez qu'il accepte ça, comme c'était de l'eau très facile à boire? Non, c'est tout à fait normal. Mais il connaît le système. Ils utilisaient ces moyens. Non, je crois l'avoir déjà dit la dernière fois que ce qui se passe à Guillaume Soro, ça me plaît. Ça me plaît parce que je me rappelle de ce qu'il a fait à Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a dit, tu ne connais pas Alassane Ouattara, tu regretteras. Donc il s'est rendu compte que Alassane Ouattara est tout. Sauf un homme avec qui il faut faire ami, il faut nouer l'amitié. Parce qu'il peut dénouer à tout, il peut faire aujourd'hui ami et demain. Bon, ça, c'est les politiques, c'est comme ça, ils le font. Mais je crois quand même que je ne me plais pas trop pour Guillaume Soro. Je ne me plais pas trop pour Guillaume Soro. Donc, ce qu'il a semé, est-ce qu'il est en train de récolter? Il ne faut pas juger les choses comme ça. Non, il ne faut pas prendre les choses à la tête du client. Non, une injustice, c'est une injustice. Permets que que ça soit contre Soro. Permets que je le prenne ainsi d'abord. D'abord, pour dire que je ne partage pas ce qui lui arrive, mais au même moment, comme il avait déjà fait, nous tous, nous avons pleuré. Dis-moi, tu te rappelles, en 2010, nous tous avons pleuré du traitement qu'on a fait de Laurent Gbagbo juste parce que l'autre, Guillaume Soro, a changé rapidement de camp et vraiment et a foutu tout en l'air. Vous vous rappelez? Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son engagement par rapport à ce qui est fait? Est-ce qu'il faut boire? Est-ce que les dés sont déjà pipés pour lui? Mais sa réaction a prouvé quand même que il ne se laissera pas faire. Histoire. Mais on verra parce que il va rien faire. Il ne se laissera pas faire. Mais il faut pas qu'il ignore qu'au même moment où la France est en train de donner la bénédiction au troisième mandat, c'est ça, non? En train de donner l'onction au troisième mandat, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est sur le territoire français. Guillaume Soro est justement, c'est pour ça qu'on l'a fait venir là-bas. Et encore sur le territoire français, attention à lui, s'il veut continuer par réagir et menacer, alors la chanson sera décidée depuis la France. Non, vous savez, il a voulu rester un peu au Ghana. On l'a retourné. Oui. Il a voulu se poser dans un autre pays africain, je pense aussi. Il est reparti. Ça veut dire que quoi? Les ordres sont clairs. Ne le retenez pas en Afrique. Ne le laissez pas sur un territoire africain où il y aura la liberté. Où il y aura un peu plus de liberté pour mener ses idées. Comme une sorte de base arrière. Voilà, pour mener des attaques insurrectionnelles. Non. Et donc, alors, quand on l'accueille en France, ça veut dire que ses faits et gestes sont surveillés. Bien sûr. Ça veut dire que la France ne peut pas se faire servir comme une base arrière pour déstabiliser un pion. Un pion du précaré français. Et qui est le chef de file même du précaré français en Afrique. Qui est Alassane Ouattara. Donc, Soro est là-bas, c'est la gueule. Il va parler, il va gesticuler. Il va gesticuler. Il va faire quoi? Je vous ai dit qu'il n'y aura rien.
Il n'y aura Mais pas on de ne guerre. peut rien prévoir. Rien. La Côte Oh, il n'y aura rien là. Vous savez que c'est- Je vous dis qu'il n'y aura rien. On n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu toutes les manifestations, tous les remous qu'il y a eu à l'annonce de sa candidature. Vous Et avez après. vu, Et ça s'est étouffé, non? 10 morts et au-delà, selon Ça va certains. s'arrêter là. Quand les Ivoiriens vont se soulever, il y aura malheureusement de morts. S'il y a ces soulèvements, malheureusement. Et après, le vin tiré, il faut le boire. Ce sera consommé. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de quoi. Il n'y aura rien. Ouattara aura ses beaux jours devant lui si Dieu ne le rappelle pas. Maintenant, si un jour Ouattara décide de quitter le pouvoir, ou la France veut que Ouattara quitte le pouvoir, Ouattara va partir. Si un jour Dieu le rappelle à la maison, tout le monde est mortel, hein, il va partir. Mais dire que les incantations de Soro ou de qui que ce soit va faire quelque chose, même un peu de moustique, ça ne va même pas équivaloir. Il n'y aura rien. Nous sommes à un mois et demi, un mois et demi de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous savez, ce n'est pas de notre imagination, notre pensée de dire que la Côte d'Ivoire replonge dans les moments sombres des années 2010. Mais Guillaume Soro, c'est vrai, Guillaume Soro est en France. Mais Guillaume Soro n'a pas fini d'avoir sa base. Oh, quelle base où? Vous savez, oublie ça. Oublie ça. On ne peut pas parler ainsi. Ah non, oublie ça. Non, je suis désolé. Rien. Soro n'est pas plus populaire que Gbagbo. Non, je suis désolé. Soro n'est pas plus populaire que Gbagbo. Gbagbo a dirigé un État. Gbagbo a été magnanime. Gbagbo avait les moyens d'État. Et Gbagbo avait l'armée ivoirienne à sa disposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux avoir la parole? Laisse tomber, il n'y aura rien. Non, de toute façon, on est là. On viendra. On est là. On viendra. Que Dieu nous prête vie. Même à l'intérieur, ce n'est pas encore fini. À l'intérieur, il peut y avoir, on peut faire répression, on peut réprimer les gens, on peut tuer les gens. Mais c'est un peu partout, aujourd'hui, il faut quand même, il y a un bouclier, le bouclier humain par rapport aux réactions des forces de sécurité. Ce n'est pas comme dans les années où tout était encore possible. Histoire. Donc on le dit aujourd'hui ainsi. Mais qui sait ce qui va se passer? On ne le souhaite pas. Mais je crois que fondamentalement, Alassane Ouattara même mesure quand même d'une manière ou d'une autre, c'est que la situation, ce qu'il est en train d'engendrer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi facile à digérer. Ils le savent. Les gens de RHDP savent très bien. C'est pourquoi, quand on dit, j'ai suivi le Premier ministre actuel, dit qu'on n'a pas besoin de bruit. Il n'y a pas de bruit pour le développement en Côte d'Ivoire. Donc, il fait appel aux concitoyens. Donc, c'est dire qu'il sait. C'est des gens qui savent ce qu'ils sont en train de préparer et que la Côte d'Ivoire, on souhaite vraiment en paix. On souhaite que la Côte d'Ivoire soit en paix. Mais quand un chef d'État sortant est en train veut faire un mandat de plus, il le fait. Voilà la situation. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui va se passer. D'accord, on arrive à la fin. Donc, le tweet de Guillaume Soro dont je parlais, j'en donne lecture rapidement. Je conteste vigoureusement la décision injuste et infondée prise ce lundi 14 septembre par le Conseil constitutionnel. Je considère que cela est une décision inique, politiquement motivée, juridiquement boiteuse et qui s'inscrit dans une logique d'anéantissement de la démocratie et de l'état de droit. Le Conseil constitutionnel, sous Mamadou Koné, vient ainsi de cautionner, cela sans surprise, la forfaiture et la parjure de Alassane Ouattara, consacrant ainsi la soumission du droit à la justice, à la férule du RHDP et de son président. Nous ne pouvons accepter ce coup d'État acté par le Conseil constitutionnel. Il a parfaitement raison. Oui. Son analyse est correcte, cohérente. Il sait choisir les mots, c'est un beau parleur. Sauf que ça ne s'arrête à là. D'accord. Il n'y a rien d'extraordinaire.